Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitali ce soir sur la neuroscience avec Joël Monzé qui est docteur en neurosciences. Écoutez, c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Vous allez voir, on a un ami, de toute façon, Joël est devenu un ami aussi avec le temps. Ça fait déjà pratiquement une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant, Ouais. tout près. Donc, c'est vraiment en fait un grand, grand plaisir pour moi de t'accueillir ce soir, Joël. En fait, bienvenue avec nous. Merci beaucoup de ton accueil. Merci à vous d'être là ce soir. Écoute, avant tout, étant donné justement que c'est la première fois qu'on se parle, c'est sûr, je vais t'inviter en fait à parler de ton parcours. On va discuter Mhm. avant tout de où tu es venu, qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Tu as écrit une dizaine de livres, hein? Tu es rendu à Oui. 10 juste ou 11 ou. En fait, de manière directe, je suis à 11. Il y en a un qui a été traduit, puis j'ai des collaborations dans 5 ou 6 autres livres où là, j'ai seulement écrit des chapitres. Donc, Ah, écoute, félicitations, en fait, hein, c'est vraiment, c'est fort intéressant. Mais bon, j'ai des commençons par. projets pour pouvoir. En fait, j'ai un nouvel éditeur qui m'a passé la commande de 4 livres, ce qui fait que le, j'entre en fait à partir de la semaine prochaine dans un processus d'écriture, justement, dont j'ai vraiment hâte. J'ai besoin de me replonger là-dedans. Donc, c'est ça. Bref. Ah, ben, félicitations, tu es victime de ton succès. Mhm. Donc, commençons par ton parcours, justement. Donc, essayons d'y aller peut-être par les tout débuts, avant même que peut-être tu décides d'aller au doctorat. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers les neurosciences, en fait, Joël, quand tu étais jeune? En fait, ce qui m'a amené aux neurosciences, c'est un coup de foudre que j'ai eu en deuxième année secondaire. J'étais déjà très intéressé par tous les aspects psychologiques et aussi intéressé par comprendre. Tu sais, j'ai grandi dans une famille qui est dysfonctionnelle. Et ce qui m'a probablement protégé, c'est d'être capable de pouvoir faire la différence entre les reflets qu'on me faisait et ce que moi, je vivais, je ressentais. Et donc, et de faire la différence entre mon intention et la manière dont c'était perçu. Ce qui fait en sorte que je pouvais faire un décalage entre ce que l'adulte percevait de moi et ce que moi, je vivais également. Et en même temps, ben, ce décalage-là, je me suis rendu compte qu'il était assez généralisé pour d'autres enfants, d'autres adolescents tout autour de moi. Donc, c'est qui est pour moi vraiment un élément important. Deuxième élément, je reviens à mon coup de foudre, c'est que en deuxième année secondaire, ma prof de sciences a décidé de nous montrer l'évolution du système nerveux, mais d'un point de vue fonctionnel, donc pas juste de l'anatomie pour de l'anatomie, mais nous expliquer la beauté du système nerveux et comment il s'est développé de génération en génération, à partir, entre guillemets, d'un animal qu'on pourrait dire un ver de terre, c'est-à-dire qu'il y a des ganglions, et comment progressivement, en fait, le système nerveux s'est complexifié avec l'évolution. Et moi, j'étais fasciné, fasciné, fasciné. J'ai toujours été porté à aimer la science, mais ce côté-là, justement, d'essayer de voir l'anatomie d'un point de vue fonctionnel, mais de voir le but aussi du système nerveux et le but de l'évolution, c'est vraiment là que associer mon intérêt pour la psychologie et les neurosciences s'est fait. Puis, à tort ou à raison, en fait, en Belgique, on était majeur seulement à 21 ans. Donc, quand on signait comment dire, une inscription pour aller faire son baccalauréat, il fallait l'autorisation des parents. Et mes parents m'avaient interdit, en fait, de faire ce que j'avais le goût de faire. Ils m'avaient laissé le choix entre être un ingénieur ou aller faire un bac en psycho ou en psychopédagogie. Donc, j'ai choisi de faire la psychopéda parce que ça m'intéressait, c'était beaucoup plus proche de mes intérêts qu'autre chose. Je ne dis pas que j'aurais pas eu du fun à monter, à construire des ponts, mais c'était pas vraiment ça qui me stimulait plus qu'autre chose. Bref, j'ai fait ce qu'on appellerait ici au Québec un double bac en psycho de l'enfance et en pédagogie. Et puis, j'ai fait une première maîtrise en psychomotricité tout en travaillant avec des enfants et des adultes qui sont lourdement handicapés. Et je cherchais en fait à mieux comprendre certains éléments au niveau du système nerveux parce que je travaillais avec des techniques qui n'étaient pas encore développées pour ce type de clientèle-là. C'est des techniques qui utilisent beaucoup le corps pour faire de la thérapie avec eux. On appelle ça en Europe de la psychomotricité. Ici, on a tendance à dire du psychocorporel. Et je me cherchais des points de repère. Puis à un moment donné, il y a un chercheur de l'Université de Sherbrooke qui fait une tournée de conférences en Belgique. Je vais assister à sa conférence. Et là, c'est un deuxième coup de foudre comme celui que j'avais eu à 14 ans,
pour dire, OK, c'est vraiment là que je veux aller, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et à la fin de sa conférence, le chercheur dit, ben, si vous voulez venir me voir au Québec, vous êtes les bienvenus. Et en fait, j'ai été chercher sa carte d'affaires. J'ai soumis mon projet à une agence qui aide les jeunes à voyager entre le Québec et la Belgique. Parce que comme vous entendez avec mon accent, j'ai le bonheur de vivre au Québec depuis 29 ans, mais je suis né en Belgique. Et donc, je suis venu faire un premier stage, puis un deuxième, puis un troisième. Puis en fait, la chance que j'ai eue, c'est que les gens entendaient parler de moi à travers les stages que je faisais. Il y a un groupe qui a demandé à me rencontrer pour me faire une proposition d'emploi, qui était tout à fait géniale, qui était une autre manière d'intervenir auprès de la personne handicapée. C'était très tripant. Puis quand je suis revenu en Belgique, en fait, après mon troisième stage, le 4 octobre, je dépose mon dossier à l'Agence Québec-Wallonie Bruxelles, dans la délégation générale du Québec à Bruxelles, pardon, qui a la responsabilité de choisir les immigrants qui viennent vers le Québec. Donc, le 4 octobre, je dépose mon dossier. Le 4 novembre, je suis accepté. Et le 22 décembre, je suis dans l'avion pour que le 7 janvier, j'apprenne que mon dossier, comment dire, le financement en fait du projet ne va pas. Donc, OK, je suis là au Québec, j'avais 2000 $ en poche. Tu sais, moi, je venais avec un emploi et tout. Non, il n'y a plus rien. Et en fait, comme j'aimais beaucoup ce que j'avais fait à travers mes stages, le chercheur avec lequel je travaillais dans ces stages-là, celui qui a fait sa tournée de conférences en Belgique, n'avait pas le droit de superviser des étudiants en doctorat. Il fait partie de ces professeurs qui, dans les années 60, ont été recrutés sans nécessairement avoir un PhD. Donc, il pouvait être professeur à l'université, mais il ne pouvait pas superviser quelqu'un en doctorat. Donc, j'ai fait une deuxième maîtrise avec lui parce qu'il avait vraiment développé une manière très particulière de comprendre le système nerveux qui était très cohérente avec ce que moi j'avais appris quand j'étais en secondaire 2. C'est comme si c'était l'octave supérieure. Donc, pour moi, je tripais là-dessus. Donc, j'ai été faire une deuxième maîtrise avec lui, puis j'ai fait mon doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal à ce moment-là, à la faculté de médecine, parce que je voulais aller encore plus loin dans la compréhension du cerveau. Puis j'ai fait des enregistrements de cellules chez le singe, parce que, tu sais, on entend beaucoup d'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale nous donne beaucoup d'informations très pertinentes, mais en même temps, chaque pixel que l'on va voir, c'est des millions et des millions de neurones qui sont à cet endroit-là. Donc, finalement, ça nous donne une petite information. Donc, d'arriver à isoler des neurones chez l'animal pour pouvoir arriver à comprendre comment le cerveau fonctionne, comment les signaux s'intègrent les uns les autres, mais c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, d'où mon doctorat en tant que tel, avant de revenir plus tard vers un postdoc en éthique. Ah oui, ben, c'est que tu as fait deux maîtrises avant ton doctorat, puis tu as refait un postdoc par la suite en Mais éthique. écoute, c'est un peu obligatoire dans le processus de formation. Tu sais, quand par exemple, quelqu'un veut rentrer pour travailler, par exemple, dans une compagnie pharmaceutique, mais la porte d'entrée la plus simple, c'est d'avoir une technique, d'avoir une maîtrise ou d'avoir un postdoc. C'est comme si le doctorat aujourd'hui n'est plus suffisamment solide que pour pouvoir donner les aptitudes dont on s'attend pour gérer des équipes dans une compagnie pharmaceutique ou de gérer même un laboratoire à l'université. Si tu n'as pas un postdoc, tu ne peux pas rentrer, enfin, il n'y a presque aucune chance que tu sois recruté comme professeur à l'université. Cela dit, moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec Jean Rochon à l'époque, il y a 20 ans, sur la nouvelle politique scientifique, qui a donné naissance au Conseil de l'éthique de la science et de la technologie, sur lequel tu sièges d'ailleurs depuis lors. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec Jean Rochon sur la création justement de cette commission-là, parce qu'on se rendait compte que la science évolue très vite, il y avait des grands enjeux et qu'il était nécessaire de se poser des questions par rapport à la finalité qu'on allait accepter ou non accepter au niveau de la recherche et éventuellement la commercialisation des produits de la recherche. Par exemple, le clonage humain n'est pas autorisé au Canada, mais il est autorisé en Chine. Donc, un chercheur qui veut faire du clonage humain en Chine pour pouvoir réaliser un certain nombre d'expériences. Il y a certains clonages qui peuvent être autorisés, par exemple en Angleterre. Donc là aussi, il faudrait peut-être éventuellement. Donc, il y a une réflexion qui doit se faire en amont d'une autorisation de faire de la recherche ou d'une commercialisation d'un certain nombre de produits. Le Québec s'est doté en fait de cette CEST pour pouvoir justement réfléchir sur un certain nombre de sujets. Et ça, c'est quelque chose de très le fun parce que je crois qu'on est la seule province à avoir un tel comité
Et donc, ça peut guider le chercheur dans la prise de décision qu'il doit faire. Est-ce que je peux chercher là-dedans ou il vaudrait peut-être mieux que je prenne un peu de recul parce qu'on est dans une zone grise qui n'est peut-être pas idéale pour la société au sens large, même si on accepte le deal que dans d'autres pays, il y a beaucoup moins de limites. Mais dans ce processus-là, en ayant travaillé justement avec Jean Rochon, j'ai développé beaucoup toute une compréhension de la promiscuité qui existait entre les compagnies et les universités. Les universités étant sous-financées, ça fait en sorte qu'elles sont de plus en plus dépendantes des commandites de recherche qui viennent du privé. Parce que si, par exemple, comme chercheur, je reçois de l'argent qui vient du public, il y a le Fonds de recherche du Québec, par exemple, le FRQ, qui pourrait me donner, mettons, 100 000 $ pour faire une recherche, mais je dois donner 15 donc 15 000 $ à l'université. Mais si, par exemple, toi, ton entreprise me donnait 100 000 $ pour que je fasse une recherche, à ce moment-là, eh bien, je dois donner 40 de ma commandite à l'université. Et les universités qui détiennent des facultés de médecine sont de plus en plus dépendantes financièrement, en fait, de la recherche qui est faite en médecine pour pouvoir financer l'ensemble de ces projets. Et c'est ce qui peut créer à un certain moment de gros défis sur le plan de l'éthique parce que à quel moment est-ce que le chercheur est encore totalement libre de faire un certain nombre de recherches si ça dérange un de ses commanditaires? Non, non, effectivement. Puis tu as parlé de la commission de l'éthique. Pour les gens qui sont avec nous, qui aimeriez peut-être un peu mieux comprendre à quoi sert la commission de l'éthique en sciences et technologies au Québec, duquel, en fait, tu as été impliqué dans les premiers balbutiements pour la mettre en place. Entre autres, la commission de l'éthique a eu à écrire, à travailler en fait sur les dossiers de l'aide médicale à mourir, savoir dans quel cas ça devrait s'impliquer, jusqu'où on devrait aller, sur des questions comme par exemple l'usage des embryons en recherche, est-ce que c'est éthiquement acceptable ou ça ne l'est pas? Le clonage. Actuellement, il y a des dossiers en cours sur les implications de l'intelligence artificielle dans le monde de l'emploi. Parce qu'imaginez-vous, là, on a des logiciels informatiques qui vont sélectionner des employés, en fait, au niveau de leurs compétences, ou encore qui vont les associer des tâches par rapport à des tâches qui doivent être réalisées pour une entreprise. Ce n'est plus quelqu'un qui va prendre la décision, c'est un logiciel. Donc, il y a beaucoup de considérations éthiques dans tout l'avancement, en fait, des technologies sur beaucoup de plans, même du point de vue environnemental. Est-ce qu'on devrait permettre de la en fait, j'allais dire géotraficage, là, si on veut, mais des interventions au niveau du climat pour essayer de contrer le réchauffement climatique, ça a été proposé. Est-ce qu'éthiquement, on devrait embarquer dans des dimensions comme celle-là? Donc, il y a des notions d'éthique dans beaucoup de développement technologique. Mais c'est fort passionnant. Mais Joël, explique-moi une chose, c'est que je sais que dans ton cheminement, toujours le développement de l'enfant a toujours pris une très grande place. Tu as écrit beaucoup de livres, en fait, sur le sujet. Tu as un site Internet, en fait, dédié. En fait, je vais mettre ton site Internet, mais tu en as deux des sites Internet. Je vais indiquer le premier pour les gens qui sont avec nous, en fait, qui est joelmonzé.com. Donc, je vous invite à aller voir. Vous allez voir qu'est-ce que fait Joël. Les livres aussi qui sont sur le site Internet. Mais tu fais beaucoup de choses dans le développement de l'enfant, dans l'éducation. Tu as toujours eu ça à cœur. J'imagine que c'est dû à ton enfance, à toi, en fait, avant tout. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de comprendre le décalage en fait entre ce que l'enfant vit, perçoit et comprend du monde dans lequel il évolue, d'accord? Et la manière dont l'adulte répond éventuellement à des comportements qui sont parfois dérangeants. Et je me suis vraiment donné un peu la mission d'essayer d'aider les adultes à comprendre les enfants. Pas pour, tu sais, l'objectif, c'est pas d'excuser l'enfant, dans le sens que c'est pas de trouver des justifications, mais si, par exemple, notre enfant nous donne un coup de pied dans le tibia, son intention, c'est pas nécessairement de nous faire mal. Mais l'enfant a peut-être compris que quand je frappe papa ou quand je frappe maman, mais les 10 minutes pendant lesquelles je me fais gronder, mon parent s'occupe de moi. Il n'est pas sur son téléphone. Il n'est pas en train de répondre à un courriel. Il n'est pas occupé à autre chose. Donc, parfois, les enfants mettent en place des stratégies qui sont problématiques, OK? Parce que simplement, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et les enfants, surtout les garçons, vont préférer de l'attention négative que pas d'attention du tout. Les petites filles ont un peu plus de ressources, peut-être éventuellement, pour aller chercher l'affection des adultes en répondant aux attentes. Tu sais. Les filles sont un peu plus relationnelles que les garçons, donc elles vont privilégier bien souvent
le côté relationnel, alors que le garçon va sortir son petit côté un peu plus guerrier et va s'opposer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des garçons qui peuvent chercher la relation coûte que coûte et qu'on n'a pas des petites filles qui sont opposantes, d'accord? Mais c'est un continuum. Donc, d'arriver à comprendre ça, c'est utile. Je te dirais, les fameuses crises à 2 ans, combien de parents se plaignent des crises de bacon, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de l'enfant? C'est que l'enfant, pendant plusieurs années, en fait, les 2 premières années de sa vie, ben, il a toujours accepté le deal, d'accord, que papa et maman le conduisent à un endroit, le déposent à un endroit, le changent, le couchent, lui donnent à manger. Tu sais, il y a une certaine docilité chez l'enfant et quelque part, il est rassuré dans le lien qu'il a avec l'adulte, avec le parent ou avec l'éducatrice ou le grand-parent si le grand-parent est présent. OK? Mais il y a un moment donné où il y a un autre besoin fondamental qui va être là, c'est qu'au-delà de la sécurité, l'enfant a envie de se déployer, de faire des choses. Et donc, il a commencé à ramper, à marcher, à trottiner, et il commence à vouloir explorer le monde. Et le monde est intéressant, surtout quand il y a plein de couleurs, surtout quand il y a plein de choses qui sont très attirantes, hein, comme un feu de foyer, comme un escalier, comme des bonbons qui sont mis à un endroit. Et donc, on va, pour le protéger, lui dire, non, 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 tu ne peux pas faire ça, on va le restreindre. Mais lui, il ne comprend pas ça. Il comprend juste, je veux aller vers les escaliers, mais on m'empêche d'y aller. Donc, il y a un moment donné où cette tension-là est tellement forte que l'enfant finit par exploser. Donc, on doit comprendre que c'est une lutte quelque part, parce que lui, il voudrait que le parent le suive tout le temps, mais le parent, il a d'autres choses à faire. Le parent, il doit faire, tu sais, ne serait-ce que par exemple, il y a de la visite où il faut faire à manger, faut faire le ménage, il doit aller travailler, donc il doit mettre son enfant à la garderie, puis l'éducatrice, elle peut avoir 6, 7, 8, 9 enfants dans le groupe. Donc, tout ça, ça devient lourd parfois pour l'enfant, ça devient trop important et il explose. Mais ce n'est pas pour nous faire de la peine, ce n'est pas pour nous faire mal, ce n'est pas pour nous confronter. Non, c'est qu'il y a eu trop d'émotions. Et quand on comprend justement ces mécanismes-là, c'est fantastique. Tu sais, une autre crise aussi qui dérange beaucoup les parents, c'est la fameuse crise à 4 ans où l'enfant va essayer beaucoup de contester, il va nous provoquer, il va s'opposer, il va dire non, il va vouloir s'affirmer dans ce qu'il est. Mais c'est une période extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle zone de son cerveau qui commence en fait à être accessible, qui lui permet de savoir qu'il est une personne. Écoute, on n'est pas beaucoup d'animaux qui avons ça, hein? Parce que quand tu mets par exemple un gorille face à un miroir, le gorille, il pense que c'est un ennemi parce qu'il ne s'est jamais vu. Donc, comme il n'a jamais vu ce visage-là, il pense que c'est un ennemi. Donc, il veut frapper dessus. Donc, il l'impressionne. Il frappe dans le miroir. Et il va frapper tant et aussi longtemps qu'il a la force de frapper ou que le miroir casse. Mais chez le chimpanzé, lui, le chimpanzé a d'autres zones de son cerveau qui lui permettent de savoir qu'il est une personne. Et donc, quand le chimpanzé fait dodo, on lui met une tache de couleur, par exemple, sur l'épaule, et quand il se réveille, il se voit dans le miroir et instinctivement, il va aller gratter. Donc, le chimpanzé sait que le miroir reflète que c'est lui et il se souvient que lui n'avait pas de tache rouge avant d'aller faire dodo. Donc, il y a une conscience de lui et une conscience de qui il était quelques heures auparavant. Et c'est ça qui se passe à 4 ans. C'est que l'enfant est en train de découvrir qu'il est une personne. Donc, il est encore dans ses pulsions, mais il commence tout doucement à comprendre un certain nombre de choses. Pas comprendre comme toi et moi à nos âges, mais il commence à conceptualiser qu'il est une personne à part entière. Et ça vient, hey, je suis puissant. Et apparaît la toute-puissance infantile. Et il va la tester, sa toute-puissance infantile. Puis nous, on est le miroir, donc on doit lui donner des reflets. Mais si je sais ça, mon jeune qui s'oppose à moi, au lieu de me fâcher sur lui, je vais juste essayer de le guider vers des activités ou vers des comportements qui sont socialement acceptables. Je ne me sens pas en danger si je comprends. Donc, je crois que si les adultes comprenaient beaucoup mieux les enfants, comprenaient beaucoup mieux pourquoi les enfants agissent et réagissent de cette manière-là, eh bien, on se sentirait moins en danger, on se sentirait moins confronté, on serait peut-être fatigué, mais on se sentirait moins confronté, puis on pourrait être plus bienveillant envers les enfants. Et c'est là qu'en étant bienveillant,
on permettrait à nos jeunes de se développer beaucoup plus harmonieusement que ce que l'on fait actuellement. Ah, écoute, c'est passionnant, c'est super intéressant. Mais là, on parle du développement de l'enfant. Je sais que ça te passionne. Je sais que tu as développé l'Institut, en fait. Hein. Je vais copier le lien, tout simplement. En passant, le lien, de mon côté, il indique une erreur de site Internet, mais ça, c'est une question de mise à jour. Tu regarderas, en fait, Joël, là, il OK? nous mentionne. Il nous Là, je n'ai pas mentionne. vu. Oui, il y a un problème de mise à jour, en fait, dans la programmation du site Internet, mais peu importe. Ah, OK, oui. Et ceci dit, oui, ceci dit, si on voulait définir un peu plus les neurosciences en tant que telles, de façon générale, parce que là, tu viens de donner quelques exemples, en fait, au niveau du développement de l'enfant, à quel point ils sont importants. Je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur pour beaucoup de raisons. Mais les neurosciences, de façon générale, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, les neurosciences, c'est un ensemble de sciences qui étudient comment le cerveau fonctionne. OK? C'est un peu, tu sais, souvent on a tendance à départementaliser. Il y a la chimie, il y a la biologie, il y a comment dire, le génie, il y a la psychologie, et ainsi de suite. Ce sont des départements verticaux. Les neurosciences, c'est horizontal. OK? Donc, dans le sens que tu peux avoir des neuroscientifiques qui sont physiothérapeutes et ergothérapeutes. Et leurs intérêts, c'est de comprendre le cerveau pour améliorer les techniques de réadaptation quand une personne s'est blessée et qu'ils ont besoin d'aller voir un spécialiste en réadaptation physique. Tu vas avoir le neurologue, par exemple, qui va essayer de comprendre l'aspect médical du cerveau pour proposer éventuellement d'autres thérapies. Tu peux avoir le pharmacologue qui veut voir comment certaines drogues vont fonctionner pour éventuellement euh, compenser des lésions qui pourraient avoir lieu ou éventuellement d'autres défis qui pourraient se présenter, par exemple comme le Parkinson. Tu pourrais injecter comment dire, de la dopamine, un médicament de dopamine, puis ça ne marcherait pas parce que la dopamine est trop grosse pour pouvoir rentrer dans le cerveau. Il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui ne permet pas, en fait, à la dopamine de rentrer dans le cerveau. Donc, on va donner un précurseur, la L-Dopa, qui va rentrer, elle, dans le cerveau et qui, à l'intérieur du cerveau, va se transformer pour pouvoir donner éventuellement des nouvelles ressources à la personne qui souffre de la maladie de Parkinson. OK? Tu peux avoir également des gens qui sont en psychologie ou en éducation, qui essayent de comprendre le comportement humain, soit de manière générale, la psychologie, soit de manière euh, précise au niveau des apprentissages scolaires, et donc d'arriver en fait à développer des meilleures stratégies pour que la personne puisse développer son autonomie. Ah ouais, OK. Écoute, c'est super intéressant. On a une personne qui nous demandait, rendu adulte et enfance malsaine, est-ce possible d'améliorer notre vie au quotidien? Toujours, j'imagine. Oui, Hein? oui, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux études, notamment sur la méditation, on s'est rendu compte en fait que la partie qui est juste ici derrière notre front, qu'on appelle la partie préfrontale ou orbitofrontale, elle va se développer au moins jusqu'à 40 à 45 ans. OK? Ah, Donc ça, c'est génial. Donc ça veut dire que notre cerveau se développe au moins jusqu'à 40 et 45 ans. Alors, à partir de 40 à 45 ans, on a deux options. Il y a une troisième qui commence à se dessiner. On a soit l'option de maintenir, d'accord, de bonnes habitudes de vie et l'épaisseur corticale va rester relativement similaire jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on se garde, on s'achète, si on veut, euh, comment dire, une vieillesse qui est agréable, OK? Ou on a malheureusement des habitudes de vie qui sont inadéquates en termes de ce qu'on va manger, en termes de l'activité physique qu'on va faire, en termes d'activité intellectuelle éventuellement. Si vous voulez devenir Alzheimer, regardez Occupation Double. C'est une émission qui est très caractéristique de tout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir avoir un cerveau en santé, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau psychologique et autres. Désolé si je déçois quelqu'un, mais si ça peut vous inviter à ne plus regarder ce genre de choses et que regarder des webinaires comme celui de ce soir, ça va vous garantir en fait un cerveau en meilleure santé. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que chez certaines personnes qui méditent, même après 45 ans, le cerveau commence encore en fait à s'épaissir. On te demander ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'une personne peut vivre une enfance qui est difficile.
une adolescence qui est difficile. On va y avoir des traumas, soit un stress post-traumatique important parce qu'il y a eu un abus majeur sur cette personne-là, soit ce qu'on appelle des traumas complexes, c'est-à-dire toute une série de petites situations dans lesquelles l'enfant et l'ado se sont sentis disqualifiés et ça fait la même chose dans le cerveau, mais on a pris l'habitude d'un point de vue discussion de faire une séparation entre les deux. Mais donc, bref, on peut vivre des choses qui sont difficiles et on va voir par exemple chez des enfants qui pendant plusieurs années subissent de la violence éducative ordinaire, on va voir que leur cerveau peut être 10 à 15% plus petit que le cerveau des autres personnes. Donc, ça va avoir un effet sur la maturation du cerveau. Et pourquoi est-ce qu'on voit que c'est plus petit? Tout simplement parce que quand notre cerveau évolue, au moment de la naissance, toutes nos cellules de cerveau sont présentes dans le cerveau. Il y a très, très peu de cellules qui vont apparaître après la naissance. On en voit quelques-unes dans une partie qu'on appelle l'hippocampe, mais il y a très peu de nouvelles cellules qui vont apparaître. Bref, toujours est-il que le cerveau, ce qui fait sa maturité, c'est les connexions entre les neurones. Chaque neurone doit faire entre 40 000 et 100 000 connexions. Et pour ça, il faut se sentir en sécurité. Si l'enfant se sent en sécurité, les connexions vont se faire. Si l'enfant ne se sent pas en sécurité, les connexions vont avoir de la difficulté à se créer. Mais la beauté de notre cerveau en tant qu'être humain, c'est que s'il atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans, mais ça veut dire que même s'il peut y avoir eu un ralentissement en fait de la maturation du cerveau à cause des traumas durant l'enfance, mais si à l'adolescence, la personne commence à avoir un bon cercle d'amis et d'autres personnes éventuellement qui peuvent devenir des figures de résilience, à ce moment-là, le cerveau peut se redévelopper beaucoup plus vite. Si à l'âge adulte, on s'entoure de bons amis, on a créé une famille, donc on a un partenaire de vie avec lequel on peut avoir des relations saines et qu'on s'engage dans une vie de couple qui est heureuse et harmonieuse, qu'éventuellement on aille faire de la psychothérapie pour se dégager un certain nombre de mauvais souvenirs, d'accord, ou de traces de trauma, eh bien, le cerveau ne demande qu'une seule chose, c'est de se développer. Et si tu savais, le nombre de jeunes adultes qui, à 20 ans, se retrouvent avec un diagnostic de trouble trouble de la personnalité limite, j'allais dire borderline, qui est le terme en anglais, le borderline est là à 20 ans et dans beaucoup de cas, si la personne se crée un bel environnement ou fait une thérapie, bien que les deux peuvent être intimement liés, eh bien, le trouble de la personnalité disparaît dans la trentaine parce que le cerveau se développe. Donc, ce que je voudrais que les gens entendent ce soir, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est que même si on passe par des moments difficiles, si on se donne de bonnes conditions, eh bien, notre cerveau ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir arriver à se développer. Tu te souviens, je te disais tantôt que ce qui, moi, me fascinait, c'est de comprendre la logique du cerveau. C'est que quand on est en santé, quand notre cerveau se développe, il consomme moins d'énergie. Donc, c'est une question de survie. D'un point de vue biologique, on est programmé pour aller bien. On est programmé pour avoir une santé mentale optimale. Donc, dès qu'on donne les bonnes conditions au cerveau, il va chercher cette condition de santé mentale optimale. Puis quand on met des électrodes de surface qui nous permettent de voir le flux nerveux, on voit que chez les gens qui ont développé des bonnes habitudes de vie, une santé mentale idéale, qui méditent, mais on voit le flux nerveux qui est beaucoup plus fluide et on voit l'électricité, si tu veux, qui voyage un peu dans les différentes zones du cerveau. Et quand c'est très fluide, ça veut dire qu'on a des bonnes ressources et qu'il y a peu de chances qu'on développe du Parkinson, de l'Alzheimer ou de la sénilité. Quand, par contre, on a vécu des choses difficiles, qu'on a des traumas, eh bien, on voit en fait que le flux nerveux est beaucoup plus saccadé. Et là, c'est un indice, en fait, qu'on a probablement besoin d'aller chercher des ressources pour pouvoir aller mieux plus tard. Ah ouais, écoute, c'est super intéressant ça. C'est super intéressant qu'on a quelqu'un qui demande, après 45 ans, la santé du cerveau va continuer à... Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, là, il y a trois options. Il y en a deux qui sont plus définies que la troisième. C'est certain qu'on avance avec la technologie. Donc, il y a des choses qu'on peut voir aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a 20 ans quand je faisais mon doctorat. OK? Mais donc, ce qu'on voit, c'est que les gens vont soit maintenir l'épaisseur corticale, surtout au niveau du préfrontal, en place. Et ces gens-là,
il faut avoir des bonnes habitudes de vie, vont arriver en fait à avoir une vieillesse agréable. Ceux qui malheureusement ont des habitudes de vie qui ne sont pas idéales, c'est-à-dire qui ne mangent pas de santé, qui ne font pas assez d'activité physique, ne maintiennent pas un degré de réflexion et un degré un intellect, pas besoin de vous intéresser à des choses qui ne vous intéressent pas, mais si vous aimez les voyages, lisez des livres de voyage. Si vous aimez les mathématiques, faites des mathématiques, mais vous n'êtes pas obligé de faire des maths pour maintenir. D'accord? D'ailleurs, on voit souvent qu'il y a moins d'Alzheimer chez les enseignants, surtout chez les enseignants qui sont restés jeunes d'esprit, parce qu'en se remettant en question continuellement et toujours alerte, d'accord, au niveau de la connaissance à transmettre éventuellement aux élèves ou aux étudiants, mais ça maintient aussi le cerveau en place. Donc, c'est pour ça que je me moquais un peu d'Occupation double, parce que c'est une émission qui nous abrutit et qui nous montre exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire en relation, parce que la relation est importante. Donc, si on a une relation avec des gens, notre partenaire de vie, nos amis, nos collègues, qui est agréable, ça favorise un cerveau en santé. Donc, si vous avez des relations désagréables autour de vous et que vous pouvez vous éloigner de ces personnes-là, eh bien, faites-le pour prendre soin de votre cerveau. Dites merci à la personne. Je te remercie d'avoir partagé ma vie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, je décide de prendre soin de moi et de m'éloigner un peu de toi parce que la relation ne rencontre pas mes attentes. Parfois, il y a un deuil à faire, ça fait mal, surtout si c'est quelqu'un de notre famille, mais au moins, on choisit des conditions de vie qui vont faire en sorte qu'on est capable, en fait, de maintenir un cerveau en bon état. Et les recherches les plus récentes, c'est la troisième voie, c'est que les gens qui utilisent beaucoup la pleine présence ou la méditation, eh bien, on voit que même après 40 à 45 ans, on voit que le cortex continue, en fait, à évoluer. Donc, ça veut dire que même au-delà de 40 à 45 ans, on peut continuer à faire maturer notre cerveau pour lui permettre d'avoir encore plus de ressources pour vivre une vieillesse qui est agréable. Ah, écoute, c'est super intéressant. En fait, hein, tu sais, il y a deux sujets en fait que je couvre en conférence dans lesquels je parle de quoi faire, qu'est-ce qui est exigeant en fait pour le cerveau pour garder nos capacités cognitives le plus longtemps possible. Il y a la conférence que je vais donner le 15 novembre, en fait, est sur la prévention de démence et de l'Alzheimer. J'en parle dedans. Mais j'en parle aussi dans les conférences sur le sommeil. Parce Mhm. qu'en fait, le sommeil, on a besoin de dormir pour refaire le stock en neurotransmetteurs si on s'est servi de notre cerveau en tant que tel. Donc, il faut garder des activités exigeantes pour le cerveau. Je trouve ça fort intéressant parce que tu as mentionné la question des activités sociales qui font partie, toute la gestion des émotions est terriblement exigeante justement pour le cerveau. Puis l'image que je donne souvent aux gens, c'est les journées qu'on va vivre beaucoup d'émotions. Le soir, on va être fatigué, en fait, comme si on avait couru un marathon. Même si on n'a pas été actif physiquement, c'est le cerveau qui est épuisé, en fait, parce que c'est épuisant, en fait, la gestion des émotions. C'est fort intéressant, en fait, ce que tu mentionnais. Les activités difficiles pour le cerveau, souvent, je mentionne des activités aussi qui font appel à plusieurs systèmes en même temps. Comme la majorité des activités physiques, tout ce qui demande de la coordination ou encore qui va faire une coordination entre la musique, les mouvements, comme la danse sociale, ces choses-là, en fait. Oui. Donc, assez fort intéressant, mais effectivement, on se rend compte que les gens qui vieillissent bien, avant tout, c'est sûr qu'il y a il y a un beau parallèle à faire entre l'état d'esprit aussi, ces gens-là gardent, mais souvent, il y a une cause à effet qui est difficile à établir. C'est-tu parce qu'ils ont un bon état d'esprit que ça les a amenés à avoir des activités qui sont meilleures pour leur santé, puis des bonnes habitudes de vie, ou c'est les bonnes habitudes de vie, en fait, qui ont permis de conserver leur état mental, en fait, malgré le fait qu'il y avait de l'autre côté un bon état d'esprit. En tout cas, Mais en fait, difficile. c'est de créer un cercle vertueux et c'est là que de séparer la biologie du psychologique ou du social, d'accord, est parfois absurde. Souvent, c'est des personnes qui ne comprennent pas nécessairement la force de l'un et de l'autre. Tu sais, tu as des gens qui sont des... On vient de vivre, par exemple, une crise sanitaire dans laquelle on a privilégié les théories au niveau de l'immunitaire. D'accord? Mais la plupart des gens qui ont amené le gouvernement à prendre les décisions qu'il a prises ne comprennent pas le côté psychosocial. Ils ne comprennent pas que les gens avaient besoin de se voir, de s'entendre, de fraterniser, de se serrer dans les bras les uns des autres. Donc, il y a une logique immunitaire qui a primé sur la logique psychosociale. OK? Et il y en a d'autres qui vont penser que la pensée va imposer tout et qu'on peut définir
tout de A à Z, alors que les deux sont intimement liés. Donc, ça veut dire que mon état d'esprit va faire en sorte que je vais avoir plus de facilité à bien manger, va faire en sorte que je vais avoir plus de facilité à choisir des relations qui sont agréables. Et le fait de bien manger, bien dormir et d'avoir des relations agréables va faire en sorte que je vais être d'un meilleur esprit. Donc, j'ai un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux-là va modifier le cerveau d'une manière qui est constructive. OK? Alors qu'un enfant, par exemple, qui est violenté par des parents ou par un coach ou par un enseignant, il vit de la violence éducative ordinaire, eh bien, il se sent insécure et là, il y a un cercle vicieux. Parce que au lieu que l'extérieur autour de lui n'amène un bien-être qui favorise le développement du cerveau, ça va avoir l'inverse. Le cerveau n'arrive plus à se développer. Tu sais, pourquoi est-ce que nos enfants, quand nos enfants font des crises, c'est juste qu'ils n'en peuvent plus sur le plan émotionnel. Tantôt, tu disais la fatigue mentale quand on a beaucoup de choses dans la tête. Nos jeunes vivent beaucoup de fatigue mentale avec toutes les attentes que l'on a envers eux au niveau familial, au niveau social, au niveau scolaire. Donc, il y a un moment donné où cette fatigue est tellement immense que l'enfant va faire une crise, que l'ado va faire une crise. Alors, si quand mon jeune fait une crise ou quand mon élève fait une crise, je le rassure, je lui dis que même si je n'accepte pas son comportement, je l'aime pareil. Je le valorise, je lui dis qu'il est important pour moi et que je suis fier, par exemple, si c'est avec mon garçon, je suis fier d'être ton papa. OK? Puis je vais le renforcer là-dessus. Je dis oui, je t'ai donné une sanction tantôt parce que tu as transgressé un code de la maison, mais je t'aime pareil. Tu as fait une gaffe, mais tu n'es pas la gaffe. Donc, quand j'enveloppe mon jeune, d'accord, de bienveillance, à ce moment-là, eh bien, son cerveau continue à maturer. Mais si je décharge ma frustration parce que j'ai eu une grosse journée, que je suis frustré, que je reconnais, par exemple, je suis dans une situation où c'est un enfant avec une autre relation. Donc, je vois dans mon enfant ce que je n'aimais pas chez mon ex-partenaire. OK? Et comme je n'ai peut-être pas nécessairement réglé cela, je vais décharger ma colère sur mon enfant pour régler mes comptes avec sa maman. OK? Ça ne m'arrive pas, rassurez-vous, mais toujours est-il que c'est quelque chose qu'on va voir, où on va voir dans notre enfant des comportements de notre père ou de notre mère qui nous ont blessés. Donc, on va réagir face à notre enfant comme si on était face à notre père ou notre mère ou quelqu'un qui nous a blessés auparavant. Donc, on va amener toute une décharge de colère sur le jeune. Donc, le jeune est déjà en souffrance et en plus, je vais décharger ma colère sur lui. Donc, il se sent hyper insécurisé. Eh bien, son cerveau peut geler pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il ne créera plus aucune nouvelle synapse. Il va utiliser les synapses qu'il a déjà, donc les neurones qui sont là, mais il n'en créera pas de nouvelles. Donc, indisponible pour apprendre des choses sur le plan social, indisponible pour apprendre des choses sur le plan relationnel, indisponible pour pouvoir apprendre des choses à l'école. OK? Wow. Donc, à ce moment-là, un enfant qui est en survie de cette manière-là n'arrive pas à fonctionner à l'école. Donc, le lendemain, il va se faire punir. Parce que s'il ne fonctionne pas, il va faire des gaffes. Donc, s'il fait des gaffes, encore une fois, hier déjà, je t'avais dit que ça n'allait pas, puis encore aujourd'hui, j'ai reçu un message de l'école comme quoi ça n'allait pas, et le parent se fâche encore. Le cerveau gèle encore, toujours pour encore au moins 3 jours. Et ainsi de suite, on se retrouve pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, avec un jeune qui est tellement en survie que son cerveau n'arrive pas à maturer. Et c'est là que ça crée des traumas. Et là, on n'apprend plus, on n'a plus de Non, mémoire non plus de ce qui s'est passé à l'école. Donc là, on a un jeune aussi qui prend du retard dans tout son cheminement. tout à Ah, fait. c'est vraiment D'où fort. l'importance de la bienveillance. Puis les gens confondent souvent la bienveillance avec le laxisme. Être laxiste, ce n'est pas la bienveillance. Le laxisme, c'est violent pour un enfant parce que l'enfant a besoin de limites. Mais comment je vais mettre mes limites? Comment est-ce que je vais ramener en fait l'importance, d'accord, de respecter le code de vie de l'école ou de la maison pour que mon enfant soit capable de vivre en société. Tu sais, moi, je disais tantôt que j'étais d'origine belge, j'ai déjà roulé à 200 km/h.
Parce que j'ai grandi à 30 km à 30 km de l'Allemagne, et en Allemagne, il y a des autoroutes sur lesquelles on n'est pas limité en termes de vitesse. OK? Donc, en Allemagne, j'ai le droit de rouler à cette vitesse-là. Et j'aime ça, j'aime la vitesse. Mais si je suis au Québec, la limitation, c'est 100 km/h. Autrement dit, le Québec s'est donné un code, le code de la sécurité routière, qui fait en sorte que sur nos autoroutes, on ne doit pas rouler à plus que 100 km/h. Il y a peut-être une petite tolérance à 120, mais le code est là. Donc, si je transgresse le code et que le policier me voit, il va me donner un ticket pour me dire, socialement, on a décidé que c'était 100 km/h au Québec. C'est la même chose pour les comportements. D'accord? L'enfant, je dois l'aider à comprendre qu'il y a des codes de vie qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas ici. Et donc, ça va lui permettre de développer sa capacité d'entrer en relation avec les gens autour de lui. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de me fâcher sur l'enfant. Tu sais, si le policier se fâche sur nous parce qu'on fait un excès de vitesse, on le trouvera bébête, le policier. On trouvera même peut-être ça inacceptable, qu'il se moque de Ah nous, ouais, ton qu'il se exemple, fâche. effectivement. OK? Donc, on souhaite que le policier soit bienveillant avec nous. On souhaite que le policier soit bienveillant avec toutes les ethnies. C'est une attente qu'on a envers le policier. Est-ce qu'on pourrait l'avoir envers nous-mêmes? Ah non, tu as raison, c'est fort intéressant. Et puis là, tu as abordé en fait la perception même de l'enfant qu'il a de lui-même, hein. Actuellement, on parle beaucoup de perception en lien aussi avec la sexualité, avec qu'est-ce que tu en penses, hein? J'imagine que les neurosciences ont une place vraiment prépondérante, hein, dans cette discussion-là, hein, qui est très ouverte actuellement, qui a de l'air très intégrative en fait de tous les modes de pensée. Mais qu'est-ce que tu en penses personnellement? Mais je te dirais que je vais répondre en plusieurs étapes pour pouvoir être le plus respectueux possible dans ma réponse. La première chose, c'est que quand une personne vit une expérience, la moindre des choses que je peux faire en tant qu'être humain, c'est d'accueillir son expérience et ne pas vouloir la transformer. Autrement dit, la personne qui est en face de moi, quelle que soit sa perception de lui-même ou de l'environnement, c'est important que je sois respectueux, tant et aussi longtemps que ça n'embarque pas dans mon espace. D'accord? Mais quelque part, c'est important d'être respectueux. Donc, au-delà de ça, au-delà du respect de l'individu, il faut faire attention, c'est qu'actuellement, puis on le voit, c'est de pire en pire depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on utilise de plus en plus la science pour soutenir des idéologies. Et ça peut être aussi dangereux d'un point de vue certaines idéologies psychosociales que des idéologies pharmaceutiques. D'accord? C'est assez étonnant de voir notre ami Olivier Bernard se moquer de tout ce qu'il ne comprend pas en étant persuadé qu'il détient la vérité. OK? Donc, c'est assez problématique. C'est encore plus problématique quand j'ai le syndic de mon ordre professionnel qui me dit que je n'ai pas le droit de critiquer ce que ce brave monsieur peut raconter de temps en temps dans son show qui passe à la télévision. C'est comme si c'était sacro-saint. Pourquoi? Parce qu'on confond la science et l'idéologie. Ça se fait chez les gens qui sont à tendance transhumaniste, comme lui, mais ça se fait aussi dans certaines compréhensions psychosociales de la vie. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que l'homme a malheureusement abusé son pouvoir pendant des centaines d'années, OK? Et que les églises, je dis les religions, ont largement abusé de ce phénomène-là, surtout l'Église catholique. OK? Et de vouloir essayer d'arrêter d'avoir une croyance que l'homme est supérieur à la femme, c'est fantastique. Et de dire qu'on a tous les mêmes, comment dire, les mêmes droits, qu'on doit avoir tous les mêmes opportunités, je suis à 100% d'accord. Je suis très féministe à ce niveau-là. Par contre, de nier les différences entre l'homme et la femme, ça devient problématique. Parce qu'il y a des complémentarités qui sont présentes. Et on va dire, oui, mais il y a peut-être que 3 ou 4 de différence entre le cerveau du garçon et le cerveau de la fille. Je veux bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 3 ou 4 de différence entre la génétique d'une souris et la nôtre. De 3 à 4 peut être vachement intéressant. OK? Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'adresse au comportement, il y a tous les aspects psychologiques, mais les aspects psychologiques, c'est l'output, c'est la manière dont on peut voir un certain nombre de choses. Mais il y a de la biologie à l'intérieur. OK? Et par exemple, on peut avoir des circuits relativement similaires pour déclencher un certain type de comportement, par exemple le circuit de la peur,
on va déclencher du cortisol, on va déclencher de l'adrénaline, on va déclencher du cortisol qui vont nous donner des ressources et des sensations corporelles pour modifier la respiration, modifier le rythme cardiaque. Ça arrive chez les deux sexes. Mais la manière dont on va réagir à une situation de stress va être influencée par les hormones. Et là, on a des hormones un peu plus typées féminines, œstrogène, prolactine, et on va avoir des hormones un peu plus typées masculines, testostérone. Et donc, il y a un continuum entre les deux. Ce n'est pas blanc ou noir. Donc, en fonction de la concentration de ces hormones-là, eh bien, mon cerveau va présélectionner des circuits pour réagir à la situation de stress. Donc, le garçon va avoir tendance à s'opposer physiquement, éventuellement à vouloir se bagarrer, OK? Ce qui est très utile si notre village est attaqué par des Vikings. C'est très utile si un animal sauvage s'attaque à nous. OK? Mais c'est vrai que ça fait des ordres dans une classe. D'accord? Surtout quand l'enfant confond un ours avec son prof. Donc, quelque part, ça peut faire des ordres. D'un autre côté, la maman, la femme va avoir une tendance beaucoup plus de faire du caring, de pouvoir arriver à protéger. Donc, dans une même situation de stress, elle pourrait figer un peu plus facilement, elle pourrait chercher à protéger ses enfants, d'accord? Et pas nécessairement vouloir combattre. Donc, c'est la même situation, mais en fonction des hormones, il va y avoir une présélection des outils. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des Amazones parmi les filles et qu'il y a certaines filles qui ont un peu plus de testostérone et qui vont vouloir se batailler contre les Vikings qui nous attaquent. Ça ne veut pas dire que si maman veut protéger son enfant, que si un animal sauvage attaque, qu'elle ne va pas utiliser tout son pouvoir ou toutes ses ressources pour pouvoir essayer de combattre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des gars qui vont tout faire pour éviter les situations de crise ou les situations de combat. Moi, j'aime beaucoup Astérix et Obélix. Et il y a un personnage, Assurance tout risque, à l'exception d'un seul album, d'accord? Il fuit toujours les combats contre les Romains. C'est pas dans sa nature. OK? Lui, ce qu'il veut, c'est chanter mal, mais chanter pareil. Sauf que il n'a pas assez de codes féminins sensibles aux relations. Donc, ça fait des albums et des albums qui ne se rend pas compte, qui chantent mal et qui dérangent tout le monde. Lui, il est juste dans son envie de chanter. Donc, les codes vont être différents. Tu sais? Donc, de comprendre justement cette différence-là, ça va faire en sorte que on va mieux comprendre pourquoi certains enfants vont réagir d'une manière ou d'une autre. Et de nouveau, on peut juste amener un enfant à lui faire comprendre que, par exemple, de frapper son frère ou sa sœur, ce n'est pas la réponse idéale. Et ce serait quoi les alternatives? Et donc, on va aider l'enfant à développer d'autres ressources. La ressource primaire, biologique, programmée, c'est de se batailler. C'est éventuellement de frapper quelqu'un que perçu comme un ours. Ce n'est pas un ours, mais le cerveau va réagir comme si c'était un ours. C'est Donc, la biologie est d'accepter. très forte, mais l'éducation peut conduire à dire, OK, je dois prendre un temps d'arrêt et choisir mon comportement. Ouais, à 40 ans. Parce Ah, c'est que intéressant. à 4 ans, c'est presque impossible. Il faut qu'on sécurise l'enfant pour qu'il soit capable de le faire. Mais tout seul, il va avoir toutes les peines du monde à le faire. Mais là, tu nous parlais de la perception de la différence. En fait, c'est qu'au bout de la ligne, il faut constater qu'il y en a une différence, il faut accepter qu'elle existe, arrêter de la nier. Là. On ne peut pas nécessairement, d'un point de vue biologique, mettre tout le monde sur le pied d'égalité. C'est normal qu'on n'ait pas le même genre de réponse. Mais tu Mais disais oui, que ça parce va être que trois on a perspectives. tous une biologie qui est relativement, on est des êtres humains et pas des ours ou des lamproies, d'accord? Mais il y a une biologie qui est là comment dire, en ressources pour nous permettre d'interagir avec l'environnement. Tu sais, le cerveau, la seule chose à quoi il sert, c'est d'interagir de manière la plus intelligente possible pour assurer notre survie. Donc, si le cerveau code que l'environnement est toxique, il va y avoir une réaction quand l'environnement est toxique. Si le cerveau code qu'on est dans un environnement sécuritaire, il va y avoir une réaction au fait que l'environnement soit sécuritaire. Mais si on veut que nos enfants coopèrent, collaborent, répondent à nos codes de vie, il faut qu'ils se sentent en sécurité parce que sinon, ces ressources biologiques sont beaucoup plus facilement utilisables dans une situation de conflit où il va chercher la confrontation. Et dans cette confrontation, c'est une envie de vivre. C'est de la résilience qui est là-dedans. Ça va peut-être me déranger comme adulte, mais c'est de la résilience.
Mais là, Joël, en fait, tu as commencé à en parler de la différenciation, en parlant de la question de la perception de tous et chacun, entre autres même d'un point de vue sexuel ou d'un point de vue, en fait, de leur perception personnelle. Comment on en vient justement avec le discours d'aujourd'hui à faire un lien entre les neurosciences et la discussion qu'on a sur le droit de se percevoir comme on veut maintenant? Mais de nouveau, faut l'éloigner un peu de la neuroscience telle que je viens de l'expliquer. C'est que pour moi, il y a une différence entre, par exemple, le parrain de mon fils est homosexuel. OK? Ça ne me dérange pas qu'il soit en amour avec un autre homme. D'ailleurs, il est en couple avec lui depuis 20 ans. Et c'est un modèle qui existe, qui est différent de mon modèle à moi. Dans le sens que moi, je suis avec la maman de mon fils, donc il voit un modèle hétéro. Il y a différents modèles qui existent. Et c'est normal que quand l'enfant commence sa puberté, d'accord, eh bien, à ce moment-là, il commence à se poser la question, tiens, je suis qui, moi? Et le réflexe, c'est de vouloir se mettre dans une boîte. Comme par exemple, les enfants qui ont reçu un diagnostic de TDAH, je suis TDAH. Non, il a un TDAH, mais ça ne veut pas dire qu'il est TDAH. Ah, OK? Une intéressant. personne peut avoir des comportements dépressifs, ça ne veut pas dire qu'elle est dépressive. Donc, le danger, c'est de s'identifier à des étiquettes. OK? Et dans un moment, en fait, où le jeune est en train de vivre une transformation de son corps, plutôt interne ou plutôt externe, d'accord? Ça va dépendre un petit peu de stade de l'évolution. On s'entend que quand la jeune fille commence à voir ses seins qui sortent ou quand le garçon voit en fait que c'est son pénis et ses testicules commencent à gonfler, mais c'est certain que ce sont des traces extérieures. Mais il y a aussi plein de choses qui se passent à l'intérieur, toutes les transformations physiologiques qui permettent la croissance et la maturation sexuelle. Mais le jeune, il ne se comprend pas dans un moment pareil. Il se connaissait enfant et est en train de se redécouvrir. Et là, il se pose plein de questions. Donc, à partir de là, parfois, les adultes veulent trop mettre les jeunes dans une boîte. Et donc, toi, tu es ceci, toi, tu es cela, toi, c'est ceci, toi, c'est cela. Mais si c'est ce que le jeune veut se mettre comme étiquette, pourquoi pas? Mais pourquoi se mettre une étiquette? Tu sais, moi, je me souviendrai toujours, dans ma trentaine, je me suis posé la question, c'est quoi que je suis comme homme? Tu sais, comme beaucoup d'ados, je me suis développé dans leur relation avec l'autre sexe, la femme. J'ai eu des histoires d'amour avec plusieurs femmes qui ont été extraordinaires pour me permettre de vivre des différentes formes de relations. Mais dans la trentaine, je me suis demandé, c'est quoi être un homme? C'est comme si j'étais en train de découvrir ma vulnérabilité comme homme. C'est comme si avant, j'étais le guerrier, prêt à se battre, à sortir et défendre la veuve et l'orphelin. Ça, je savais très bien le faire. Foncer dans mes études, foncer dans ma carrière, changer de pays. Tu sais, je fonce, je fonce, je fonce. C'est une nature un peu guerrière qui est en arrière là-dessus, même si j'ai toujours choisi d'être pacifique. Je vais même refuser de faire mon service militaire en Belgique, d'être objecteur de conscience, parce que pour moi, être pacifique, c'est quelque chose d'important. Mais si le fait d'être proche de ses émotions, et le fait d'être pacifique, on associe ça à de l'homosexualité, par exemple. Mais le jeune qui choisit d'être pacifique et d'être proche de ses émotions est-il homosexuel pour la cause? Eh bien sûr que non. Bien, c'est ça. Mais peut-être que certains oui, peut-être que certains non. C'est Et ça. les adultes, parfois, dirigent un peu trop, tu sais, où le jeune peut être attiré euh, et avoir l'impression d'être amoureux d'une personne, de son sexe ou de l'autre sexe, simplement parce qu'il l'admire. Pas nécessairement parce qu'il veut du sexe. Et même s'il voulait du sexe avec cette personne-là, ça ne veut pas dire que nécessairement ça va définir l'ensemble de sa vie sur le plan amoureux. Donc, les adultes parfois mettent trop vite des étiquettes, ce qui fait en sorte que, puis quand je dis les adultes, ça peut être aussi les sites de sensibilisation, ça peut être des livres, ça peut être ça peut partir d'une bonne intention de la part de l'adulte, OK? Mais ça reste que le jeune est pris avec ça et c'est là qu'il se cherche. Puis peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, quand j'étais enfant,
il y a une quarantaine d'années, l'homosexualité était comprise comme étant un trouble psychiatrique. Aujourd'hui, c'est une normalité. Il n'y a plus personne qui imagine, en fait, à part les intégristes religieux, il n'y a plus personne qui imagine l'homosexualité comme étant un trouble psychiatrique. Les thérapies de conversion sont interdites au Québec parce qu'on accepte socialement que ce soit ça. On peut accepter un paquet de choses qui sont là. Il y a des enfants qui naissent, mettons, dans un corps de garçon avec beaucoup plus d'hormones dites féminines et qui vont chercher. Mon fils, quand il était à la garderie, il y avait un enfant né dans le corps d'un garçon, mais qui s'habillait toujours avec des robes. Et donc, c'était la normalité de cet enfant-là. Donc, on est un regard, en fait, respectueux envers un enfant qui vit ça, c'est parfait, tu sais. Donc, mais il ne faut pas non plus conditionner l'ensemble des gens en venant nier pour protéger une minorité qui doit être protégée. Le danger, c'est de vouloir nier la réalité des autres, d'accord? Ou d'essayer de nous mettre dans des cases qui ne sont peut-être pas nécessairement toujours celles que le jeune aura pris, parce qu'en tant que psychothérapeute, ça m'est arrivé d'accompagner des jeunes adultes tout mélanger à cause de réflexions qu'on leur a faites sans réellement prendre le temps d'écouter le jeune. Et parfois, de nouveau, l'adulte veut bien faire. Je pense à une jeune fille que j'ai accompagnée, c'est une réflexion d'une éducatrice de son école qui a dit, mais toi, tu es comme ça. Et la jeune fille s'est battue pendant 8-9 ans contre cette image-là, parce que ce n'était pas cette image-là. L'adulte avait été trop vite. Donc, la perception que cette personne-là avait découlait du fait de ce qu'on lui avait nommé comme reflet. Et elle n'arrivait plus à se dégager du reflet. D'où ton commentaire de faire attention dans la situation actuelle, de se sentir obligé ou de la grande tendance à mettre des étiquettes sur tout le monde ou à mettre des gens dans une boîte, en fait, puis à chercher une boîte pour les mettre, parce que là, on en est rendu là, en fait, c'est qu'on est en train de multiplier le nombre de boîtes pour se permettre de trouver des boîtes, pour mettre des gens dedans éventuellement, pour ne pas laisser des gens, pas de boîte en question. Mais on n'a pas besoin de l'étiquette, on n'a pas besoin de les mettre dans une boîte, on n'a pas besoin de définir à ce point-là. On n'a pas besoin comme société de ça. Tout à fait. Puis on confond en fait l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est avec la nécessité de mettre des gens dans des boîtes. Non, on voudrait orthonormer, c'est plus facile quand les gens... le nombre de fois que j'ai fait des entrevues par rapport au Ritalin et au TDAH, et souvent, la personne qui me pose des questions voudrait que je sois pour ou contre. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit d'utiliser l'outil, que ce soit l'outil diagnostique ou la médication, au service de la personne, pas au service de son entourage. OK? Donc, de considérer l'entourage comme faisant partie éventuellement d'un problème qu'un enfant ou un adulte pourrait vivre et qui augmenterait éventuellement un déficit d'attention ou de l'hyperactivité. Tu vois, donc, oui? Oui, excuse-moi, ça, on en a beaucoup parlé. On en a déjà parlé ensemble, en fait. Hein, puis, on devrait, en fait, un soir, refaire un entretien, parce que là, il est déjà 8 heures. On devrait refaire un entretien spécifiquement sur le TDAH, parce que je suis certain que ça va être passionnant pour beaucoup de gens. Moi, à mon point de vue, parce que je suis convaincu, garde, j'ai un TDA, comme tu dis. De l'autre côté, je suis convaincu qu'avec au fil des années, j'en ai fait une grande force. Et puis, c'est une autre façon de voir les choses, mais j'inviterais beaucoup les gens aujourd'hui au lieu de chercher quelque chose qu'on considère qui est un désavantage, un défi, comment est-ce que je dirais ça, donc quasiment un handicap, à peut-être réfléchir sur les bons côtés des choses, ou ce qu'on peut en faire un avantage même, puis comment est-ce qu'on peut utiliser des forces que ça nous amène. Puis on pourra peut-être élaborer là-dessus à un moment donné. Je trouve ça vraiment passionnant. Parce qu'on a eu plusieurs questions sur le TDAH, puis écoute, on a eu beaucoup de questions sur toutes sortes de facettes. Mais ce que j'aurais envie de te dire, c'est qu'à partir du moment où tu dis « Ah, j'ai un TDA », mais c'est une force, ce n'est plus un trouble. C'est une particularité. C'est une ressource. C'est une ressource qu'il faut apprendre à utiliser. Une capacité. D'accord? Exactement. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de nouveau à nos étiquettes, parce que parfois, on enferme un jeune ou un moins jeune dans quelque chose qu'il n'est pas. Ça ne le définit pas. C'est une facette, éventuellement, de sa personnalité, une facette de ses habiletés. OK? Et il faut faire. Puis, l'autre chose aussi, il faut savoir que le cerveau est modulable par l'expérience. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis où on a regardé quelle était la probabilité de survie sur un champ de bataille
en fonction du nombre d'années d'études qu'on a faites. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que plus une personne avait étudié longtemps, et plus elle avait de risques de mourir sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que quand on étudie, on utilise des zones du cerveau, notamment les préfrontales dont je parlais tantôt, qui vont nous permettre de prendre du recul, analyser, observer, prendre une décision en fonction de plusieurs facteurs. Si tu es un universitaire, tu es un chef d'entreprise, tu es un enseignant ou tu construis une maison, c'est génial de réfléchir avant de poser un geste. Mais sur un champ de bataille, il faut faire exactement l'inverse. Il faut que ce soit nos réflexes de survie qui priment. D'accord? Donc, il faut que ce soit la zone la plus reptilienne de notre cerveau qui l'emporte sur le reste. Donc, pour avoir des soldats efficients, c'est une des raisons pour lesquelles dans la stratégie de formation des militaires, on va les casser pour pas qu'ils se posent de questions. On ne demande pas à un militaire de réfléchir à la démocratie, on lui demande d'agir. Et c'est ce qui fait que s'il y a un sniper, s'il y a une mine, il va avoir de meilleurs réflexes pour survivre. OK? Donc, selon les expériences qui sont faites, notre cerveau va se moduler, vont apprendre. Alors, c'est certain que quelqu'un qui peut être très efficient sur un champ de bataille ne sera peut-être pas la personne qui aura le plus d'habileté pour tempérer son agressivité. Ah oui, c'est intéressant. OK? Ça ne veut pas dire qu'un soldat va nécessairement devenir violent. Je dis juste qu'il va falloir l'utiliser autrement. Et si, par exemple, il va utiliser son agressivité que sur un champ de bataille, et que quand il est en dehors du champ de bataille, c'est parfait, ben, c'est parfait. Mais sauf que s'il a été traumatisé sur le champ de bataille, quand il rentre à la maison, il va avoir plus de difficultés d'utiliser ses capacités d'inhibition parce que le trauma sera majeur. OK? D'où l'importance de prendre soin de nos soldats quand ils reviennent du front, parce qu'ils ont défendu quelque part la démocratie, mais il va falloir qu'on prenne soin d'eux pour qu'ils puissent arriver à trouver des nouvelles stratégies pour tempérer le stress post-traumatique qu'ils ont vécu inévitablement en ayant risqué leur vie comme ils l'ont fait. Donc pour moi, autant je suis pacifique, autant je peux avoir un respect, par exemple, pour nos casques bleus, d'accord? Parce qu'ils contribuent à la démocratie, mais ils vont revenir traumatisés. Donc, prenons soin d'eux, d'accord? Tout simplement. La même chose pour un enfant qui a grandi dans un environnement toxique, mettons un filet social adéquat pour l'aider à développer des ressources. Et si on arrive à créer un lien de confiance, un lien de sécurité, que la personne se sent en confiance avec les gens autour de lui, il va automatiquement développer de meilleures ressources. Écoute, c'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec le fait qu'on devrait avoir une discussion sur le TDAH. Ceci dit, hey, merci beaucoup, en fait, Joël. Tu as été vraiment très généreux de ton temps, en fait, de toutes tes informations hein, que tu nous as données, de toutes tes connaissances. C'est vraiment passionnant. On a eu vraiment énormément de bons commentaires. J'aimerais quand même aussi glisser un mot sur ce que tu fais en tant que tel. Au niveau de ce que tu offres en fait en ligne, hein, la façon dont les gens peuvent te rejoindre, en fait, ce qui est accessible, même autant pour la formation de l'enfant. J'ai repartagé à quelques occasions, donc cerveau et psychologie. Dis-nous un peu rapidement, qu'est-ce qu'il y a sur cerveau et psychologie, en fait, les gens peuvent Mais trouver? cerveau et psychologie, en fait, c'est un site dans lequel je mets, parce que je n'arrivais pas à répondre à toutes les demandes en termes de formation. Et puis parfois, c'est difficile. Tu sais, mettons, je suis à Montréal ou je suis à Gaspé ou je suis au Lac-Saint-Jean. Tout le monde n'est pas nécessairement disponible le soir où je suis moi en conférence. Donc, j'ai décidé il y a déjà 7-8 ans de mettre en ligne des différentes formations pour aider justement les parents à mieux comprendre les enfants, mieux comprendre les ados de manière à transformer l'atmosphère familiale. Et c'est d'autant plus important que, vous savez, la pandémie, l'impact que ça a eu chez nos ados, c'est majeur. Il y en a beaucoup qui ont sidéré. D'accord? Quand je disais tantôt, c'est qu'on va geler et on va circuler. Et il y a, avec les études de Mélissa Généreux, qui est une pédiatre de l'Université de Sherbrooke, on sait qu'il y a 1 jeune sur 4 actuellement qui songe au suicide. Donc, c'est vraiment majeur. On n'a jamais eu des taux de pensée suicidaire aussi importants parce qu'on a vraiment brisé beaucoup de relations. Et donc, c'est vraiment important pour l'instant d'arriver à comprendre nos jeunes. Puis ceux qui sont intéressés, j'anime un webinaire gratuit
Je vais mettre l'adresse, en fait, pour le moment, qui aura lieu mardi prochain, justement sur l'intensité des émotions des adolescents, pour qu'on soit plus en mesure de les comprendre. J'en avais donné un la semaine dernière, en fait, un mardi dernier, justement, un peu plus sur les jeunes enfants, où je parlais un peu, comme je l'ai dit tantôt, avec la crise du Terrible 2 ou les crises autour de 4 ans. OK? La semaine prochaine, ce sera un peu plus pour les ados. C'est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire. Ça va me faire plaisir de vous accueillir éventuellement. Et pour moi, je crois que plus on comprend le comportement de l'enfant, plus on comprend le comportement de l'adolescent, OK? Et plus à ce moment-là, on peut être dans une relation bienveillante avec lui. On va le guider, mais ça va aider. J'ai envie de dire la même chose pour nous. Tu sais, on a tous une histoire. Et si je comprends un peu l'histoire de ma blonde, si ma blonde comprend un peu mon histoire, elle comprend que si éventuellement il y a un moment donné, parfois c'est juste un mot ou une phrase qui fait en sorte qu'il n'y a pas de mauvaise intention de l'un ou de l'autre de blesser l'autre, OK? Mais c'est interprété en fonction de nos histoires. Il y a des biais cognitifs, on a tous des biais cognitifs. Mais si je connais mes biais cognitifs et je connais les biais cognitifs de ma femme, mais à ce moment-là, quand on rentre dans une situation qui est délicate, eh bien, ça va nous permettre de choisir, de rechoisir, en fait, d'être ensemble et d'être en couple et d'être bienveillants l'un avec l'autre. Donc, les émotions, ce n'est pas juste une question d'enfant et d'adulte, d'adolescent, c'est aussi une question d'adulte. Si moi, je sais, par exemple, que pendant toute ma journée, ma charge mentale, elle augmente et que si je n'y prends pas garde, je risque de décharger de la frustration sur mon enfant. Parce que, par exemple, je n'ai pas voulu me fâcher sur un employé, sur un patron, sur un collègue. J'ai voulu être la personne adéquate, mais que je n'ai pas pris soin de moi pendant ce temps-là. Je vais garder, en fait, le tout à l'intérieur de moi. Et quand mon enfant va faire une gaffe, badaboum, je vais décharger. Ou ça va être contre ma blonde, ou ma blonde peut le faire vis-à-vis de moi. Donc, quand on comprend un peu plus la classe des émotions et l'ensemble des émotions, et qu'on sait comment développer de la pleine présence, qu'on sait comment prendre soin de soi pendant la journée, bien, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, Eric, toi et moi, on est des gars qui travaillons très fort. OK? On est engagés sur plein de projets sociaux indépendamment de notre travail. Mais comment est-ce qu'on prend soin de nous pendant la journée? Comment est-ce qu'on peut être quelqu'un qui est aussi impliqué dans son entreprise, tu as la tienne, moi j'ai la mienne, engagé sur le plan social, sur le plan humanitaire, et éviter de décharger notre frustration quand on rentre à la maison ou quand on sort de notre bureau si on travaille à la maison. Mais c'est tous les outils de la pleine présence. Donc, cerveau-et-psychologie.com, ça offre en fait plein de ressources pour les parents, pour les enseignants, pour soi-même, de manière en fait à mieux comprendre les émotions et de faire en sorte qu'on puisse arriver à les utiliser pour le bien personnel et collectif. Parce que quand je suis proche de mes émotions, que je prends soin de moi, ben, je suis meilleur comme parent, je suis meilleur comme collègue, je suis meilleur comme patron. Et ça fait en sorte que je vis une vie beaucoup plus harmonieuse. Wow! Quel beau message. En fait, c'est vrai. Écoute, j'y pensais, en fait, à t'écouter, j'y pensais moi-même. Moi aussi, je trouve que constamment, moi-même, c'est un défi, en fait, de gérer moi-même mes émotions, puis d'éviter d'avoir des répercussions de mon stress, en fait, avec mes proches, en fait, qui est dans ma vie en dehors du travail, en fait, puis en dehors des implications sociales. Tu as raison, c'est un défi de tous les jours. Puis c'est extraordinaire le message que tu passes. En fait, ça fait tellement du bien de l'entendre, ça fait tellement du bien d'être mieux aiguillé au niveau de la bienveillance. En fait, je vous invite, bien sûr, hein, à cliquer sur le lien, puis à vous inscrire pour mardi prochain. Donc, c'est gratuit, hein, Joël, comme tu l'as Oui, c'est mentionné. gratuit. Et pour les personnes qui sont, par exemple, au soccer ou au hockey avec leur enfant, les personnes qui se sont inscrites, en fait, vont avoir droit à la reprise dans les jours qui suivront. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour eux. Donc, Ah, il y a fantastique. personne qui demande le lien, encore une fois, je vais le remettre. Oui. Bien, merci beaucoup, en fait, Joël. Hein, ça a été vraiment un plaisir. Je ne veux pas t'en retenir plus longtemps. Je sais que tu dois avoir d'autres choses à faire aussi du reste de ta soirée. Mais Écoute, ça a écoute, été je te vraiment. remercie, Eric, de m'avoir invité ce soir. Tu sais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on se connaît puis on s'apprécie beaucoup. Donc, moi, ça me fait vraiment un grand plaisir d'avoir contribué à ce webinaire ce soir. Puis j'ai envie de te remercier aussi pour tout ce que tu fais
Parce que je ne sais pas ce que les gens savent ou ne savent pas, ton engagement social et humanitaire en dehors de ces moments où on te voit comme un webinaire, où on voit ton blog et tout ça, mais toi aussi, tu contribues beaucoup à améliorer le sort des uns et des autres. Donc, je te remercie aussi beaucoup. Ah, merci, t'es gentil. Quel beau message, c'est extraordinaire. Puis si t'es d'accord, en fait, je t'inviterais à ce que, éventuellement, on se redonne rendez-vous pour parler du TDAH. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement important, là, en fait, qui me tient beaucoup à cœur, dû à moi-même, en fait, mon développement quand j'étais jeune. Donc, ce sera partie remise, hein, ça serait vraiment Mhm. intéressant. Et donc, je te remercie très chaleureusement. J'invite tout le monde aussi à visiter ton site internet, joelmonzé.com, parce que vous allez voir les livres. En passant, j'en ai plusieurs aussi avec moi, moi-même. En fait, chez nous, j'ai acheté de tes livres, en fait, que je trouve vraiment passionnant parce que je trouve ça fantastique, le développement de l'enfant. Je me dis tout le temps, quand je t'écoute, puis quand je regarde ce que tu as écrit, que j'aurais tellement pu moi-même bénéficier de tout ça quand plus jeune, en fait, même quand j'ai commencé à être un parent, j'aurais aimé comprendre déjà ces choses-là. Parlez-en, en fait, avec votre entourage, parlez-en avec les gens que vous connaissez qui ont des jeunes enfants ou qui vont en avoir, en fait. C'est important d'être conscient de ça le plus tôt possible, hein. Ça peut tellement aider à la fois le parent, à la fois l'enfant. C'est facile de voir les choses différemment quand on est bien informé. Donc, merci encore beaucoup, en fait, Joël, puis au plaisir de se reparler bientôt. Ben, avec grand, grand plaisir. Puis merci à tout le monde. Puis ceux qui le veulent, je vous accueille mardi prochain dans le webinaire sur le comportement des enfants. Ça va s'appeler Intensité des émotions et opposition. Vous savez, nos jeunes qui s'opposent à nous. Si vous saviez à quel point dans l'opposition, il y a de la force, et quand les jeunes arrivent à la canaliser, ça peut vraiment leur permettre de réussir des grandes choses dans leur vie. Ah, c'est fort intéressant. Quel beau message aussi, en fait. Ça amène de la volonté. Donc, merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée, Joël. À la Salut, prochaine. salut, au revoir. Merci encore.